Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale pour les gens qui me suivent d'habitude sur ma chaîne parce que c'est la première fois que je me filme IRL. Donc j'ai encore quand même un masque et une casquette histoire de garder mon anonymat. Du coup, je voulais me filmer comme ça parce que je pense que c'est particulièrement adapté à cette nouvelle série qui est Cabal. Cabal, ça va être ma série dans laquelle je vais aborder des sujets un petit peu mystérieux comme des complots, des théories qu'on peut retrouver sur internet, etc. Et je trouvais que pour le mood de la vidéo, ça allait être un petit peu plus intéressant de se filmer plutôt que de simplement vous balancer des images stock. Un grand merci à Cinexta qui nous a fait l'honneur d'être dans cette vidéo aujourd'hui. C'est le boss du Memphis Rap en France, tout simplement. Donc l'avoir ici aujourd'hui dans cette vidéo, c'est juste incroyable. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on revienne sur l'histoire du Memphis Rap puisqu'il est directement lié à la théorie que je vais vous présenter dans la vidéo. Et c'est pourquoi j'ai contacté Cinexta. Salut Cinexta, est-ce que tu peux te présenter ? Moi, j'ai commencé à faire de la radio sur FMR et Booster. Ensuite, j'ai distribué avec un ami Murder Dog Magazine, qui est un magazine américain, qui mettait en avant justement Sex Mafia, le plus gros de Memphis. Ensuite, j'ai intégré Murder Master Music Show. On a fait beaucoup d'interviews sur Memphis. Et je m'occupe aussi de la promotion de Planet Pixel Graphics, qui a aussi fait les covers de 36. Et on a fait une galerie à Paris en 2018 avec Sean Bock, le patron. J'ai été à Memphis aussi à l'époque, en 95. J'ai découvert donc Mystic Styles de 36 à l'époque, et je m'étais dit à l'époque, soit ils seront jamais inconnus, soit ils seront des superstars, parce que c'était vraiment très en avance ce qu'ils faisaient, c'était à part, quoi. Ok, alors est-ce que tu peux contextualiser l'apparition du Memphis Rap ? À Memphis, ils ont été très inspirés par quand même le gangsta rap de NWA, des Ghetto Boys de Houston, mais ils ont pas à eux de Memphis, qui sont à la fois inspirés par l'horrorcore de Ghetto Boys, par Gangsta Nip, qui est le premier à avoir fait l'horrorcore en 83-84. Ça a commencé, on va dire, avec les principaux, donc DJ Spanish Fly, Sugarman Beats, SMK et Paddy Tony, Get Buck. Donc voilà, ça a été un peu compliqué au départ, les débuts du rap de Memphis, puis ça a émergé avec des signatures de 36 Mafia chez Relativity, puis après chez Sony et Loud. Loud, c'était comme la consécration, c'était un peu, ils rentraient dans l'establishment new-yorkais. Et du coup, concrètement, c'est quoi les caractéristiques du Memphis Rap ? Les caractéristiques, c'est le côté, déjà, low-fi. Déjà, ils avaient pas trop d'argent pour faire aller en studio. Bon, la plupart de ces rappeurs-là, ils avaient un son très particulier, low-fi et expérimental. Alors, malgré eux, en fait, ils allaient dans l'expérimentation. Charlet, on le retrouve tout le temps dans le côté de Memphis. C'est ce qui fait ce côté hypnotique. Il y a les lignes de basse qui sont continues. Par exemple, sur Mystic Stars ou Tada Club Up, les lignes de basse, elles montent, elles descendent. Donc elles sont en infra, et donc c'est ça qui fait un côté qui est en sorcelle, qui est envoûtant. Et de ce que j'ai entendu dire, les thèmes abordés dans le Memphis Rap sont parfois assez différents de ce que l'on pouvait entendre à l'époque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors en fait, tu avais plusieurs écoles. Ed Mjaji était plus dans le côté Pimpin, et DJ Paul, ils avaient ce côté quand même horrorcore. Donc ils ont une particularité, les paroles, c'était de l'horrorcore un peu. Alors ça pouvait aussi bien parler de trucs assez fous comme le cannibalisme, des choses assez occultes, qui font référence au satanisme. Et dans les textes, il y a beaucoup de fiction. Il y a des choses vraies, parce que ma fille c'est très dangereux quand même. Il y a des choses vraies qui se passent. La première fois que j'ai écouté Mystic Styles, j'ai l'impression d'entendre une vidéo de film d'horreur, quoi. C'était assez drôle. Il y a une atmosphère particulière que tu retrouves nulle part. Il n'a pas le son de Houston, il n'a pas le son de New Orleans. Memphis, c'est à part, c'est unique. La théorie dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle originellement les Memphis Rap Sigils. Le magnifique site X-Files of Rap a réussi à documenter et reprendre tous les éléments du mystère un à un. Donc gros big up à eux, je l'ai beaucoup utilisé pour faire cette vidéo. Donc dans Memphis Rap Sigils, je pense que les termes Memphis Rap n'ont plus aucun secret pour vous grâce à Cinexta. Par contre Sigils, c'est encore un petit peu mystérieux je pense pour vous, mais vous inquiétez pas, on va y revenir après. On est le 17 août 2017, il est 21h28 et 35 secondes précisément. Un utilisateur anonyme du site 4chan poste un message
message en réponse à un thread d'iceberg de théories sur le rap dans lequel le fameux terme Memphis Rap Sigils est mentionné. Il semblerait que ce soit en fait la toute première fois que le terme Memphis Rap Sigils est mentionné sur internet. Dans son message, l'utilisateur présente plusieurs théories de l'iceberg et mentionne le Memphis Rap Sigils en la présentant simplement comme une théorie qui reposerait sur des histoires occultes qui impliquent des artistes et des producteurs du Memphis Rap des années 90. Quelques mois plus tard, en octobre 2017, un autre utilisateur demandera un peu plus d'informations sur le sujet, toujours sur 4chan. Dans son message, il mentionne une mixtape de HOH appelée Living in a Casket et partage une photo un peu mystérieuse de Maniac, un rappeur de la scène de Memphis, et indique qu'il semblerait que ce soit la seule et unique photo de ce rappeur. Il demande également si quelqu'un a trouvé les 7 autres. Là, on a un premier indice et il semblerait qu'il y ait 8 mixtapes qui soient reliés à la théorie des Memphis Rap Sigils. Après quelques réponses peu pertinentes, une personne, elle aussi anonyme, tente de nous fournir une explication détaillée sur cette théorie. Son message est également accompagné de 2 liens qui renvoient vers 2 mixtapes différentes. La première, c'est Hellraiser de Maniac, le gars sur la photo de tout à l'heure, et Going Undercover de Lil Ramsey, un autre artiste de la scène rap de Memphis. Alors là, on se retrouve donc avec 3 mixtapes sur les prétendus 8 de la théorie. Mais du coup, c'est quoi cette théorie dont on parle depuis tout à l'heure? Et le même utilisateur nous donne une piste dans son message. Alors accrochez-vous bien, ça va partir dans des délires assez occultes. Mais avant de vous expliquer le contenu du message, c'est important de revenir sur le terme qu'on a laissé de côté tout à l'heure, les sigils. Ces sigils, ce sont des sceaux en français, des sceaux magiques, qui permettent de contenir l'intention d'une personne, mais qu'il faut charger en énergie pour que l'intention puisse se réaliser. Typiquement, vous prenez un caillou, vous mettez l'intention de gagner 1 million d'euros dans ce caillou, et vous le chargez en énergie pour pouvoir peut-être gagner par la suite 1 million d'euros. Ce truc-là, c'est utilisé dans différentes branches de la magie et dans des courants occultes. Alors on y croit ou on n'y croit pas, en tout cas c'est à ça que fait référence la théorie. Maintenant que ce terme est posé, on peut continuer et revenir sur le message de l'utilisateur de tout à l'heure. Il reprend du coup ce concept et explique que les cassettes des mixtapes pourraient en fait enfermer les âmes de personnes décédées. Mais du coup, on peut se demander pourquoi l'utilisateur fait référence à des personnes décédées. C'est un peu sorti de nulle part. Et il donne comme justification le fait que Memphis, c'est un peu une ville dans laquelle il s'est passé beaucoup de dingueries. Il y a eu beaucoup en fait de massacres liés à l'esclavage, à la ségrégation et aussi avant ça aux Indiens d'Amérique. Bon, du coup, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'un sigils puisse fonctionner, il faut le charger en énergie. Et du coup, l'utilisateur indique que utiliser l'âme d'une personne décédée pourrait en fait permettre de charger ces mixtapes en énergie pour pouvoir réaliser les intentions de ceux qui les font. Et du coup, il rapproche ça assez rapidement aux théories et aux soi-disant rituels sataniques dans la musique. Donc du coup, pour résumer, ce serait des cassettes hantées. En partant du principe que ce soit vrai, on peut se demander comment ils font. Et le site X-Files of Rap tente de nous fournir une explication. Selon eux, il faudrait procéder en 7 étapes bien distinctes. Tuer quelqu'un, enregistrer le meurtre pour le sampler dans le son, retourner sur la scène de crime, rapper sur l'instru qu'on a fait avec le sample et mettre tout ça dans une mixtape. À partir de ce moment-là, le sigil est créé. Ensuite, il faut vendre la mixtape et à chaque fois qu'elle sera écoutée, elle sera chargée émotionnellement pour que le souhait ou l'intention des rappeurs se réalise par la suite. Du coup, on peut se demander pourquoi créer ce genre de sigils. Et un peu comme dans toutes les théories de pacte avec le diable dans le milieu de la musique, pour réussir, pour l'argent, etc. Typiquement, un autre utilisateur donnait l'exemple de la 3-6 Mafia, qui ont connu un succès relativement rapide et qui sont retournés dans l'ombre presque aussi rapidement, même si la 3-6 Mafia n'est pas du tout mentionnée dans les différentes cassettes des sigils. Mais le truc par contre, c'est qu'on a encore que 3 mixtapes sur les 8 mentionnés au début. Et c'est là qu'un nouvel utilisateur vient nous éclairer en nous donnant des noms supplémentaires pour qu'on puisse enfin avoir la liste des 8 mixtapes. Il précise quand même qu'il n'est pas totalement sûr de la liste qu'il donne et qu'en fait il y a certains débats sur quelles seraient les mixtapes maudites ou pas. Et bien souvent du coup ce sont celles-ci qui sont données dans la théorie. Du coup ces mixtapes sont pour la plupart disponibles sur YouTube. Alors vous me direz, on n'a qu'à aller les écouter et voir s'il se passe un truc bizarre. Mais évidemment certaines personnes ont déjà pensé à ce truc là et ont expliqué que la magie s'opérait simplement sur les mixtapes en physique. Vous imaginez bien que depuis le temps les mixtapes sont pratiquement introuvables, ce qui tend à rajouter encore du mystère à la théorie. En plus de la fame ou de l'argent, on peut aussi facilement imaginer que les rappeurs puissent envoyer des sortes de sorts ou de malédictions à leurs rivaux. Et je trouve que l'idée est assez originale puisque l'auditeur serait en fait indirectement responsable d'une sorte de malédiction ou de phénomènes paranormaux. Et ce type de malédiction peut rappeler un truc assez spécial et bien répandu dans la ville. Là où le vaudou est considéré comme une religion venue d'Afrique
et pratiqué dans certaines régions des États-Unis comme en Louisiane par exemple, le hoodoo lui est décrit comme une forme de magie populaire de tradition majoritairement afro-américaine. Il découle du vaudou, mais n'a rien à voir avec, si ce n'est qu'il a été lui aussi importé aux États-Unis par des esclaves noirs américains. Le hoodoo existe sous différentes formes à travers le monde, mais on va s'intéresser aujourd'hui à celui pratiqué en Louisiane et tout le long du Mississippi. Quand on se renseigne un peu plus sur le hoodoo, on se rend compte qu'il a quelques similarités avec les sigils. Typiquement, il permet d'attirer la chance, l'argent, l'amour ou même de se venger de quelqu'un. Également, le contact avec des ancêtres ou des esprits défunts est une pratique importante, et quand on creuse un peu plus, on se rend compte que le hoodoo a une histoire toute particulière avec la ville de Memphis. Si bien que dans les années 1930, un certain Harry Middleton Yatt choisit la ville de Memphis pour présenter une étude appelée Hoodoo Conjuration Witchcraft and Rootwork, qui est considérée par beaucoup comme étant la bible du folklore hoodoo. On retrouve également à Memphis beaucoup d'histoires de personnes qui ont utilisé le hoodoo, comme par exemple des coachs de sport pour faire gagner leur équipe. On retrouvait également des guérisseurs très célèbres qui pratiquaient la magie sur Beale Street, une très célèbre rue de Memphis surnommée le berceau du blues, ce genre musical dans lequel on retrouve beaucoup de références au hoodoo, ce qui est logique quand on sait que le blues vient lui aussi des esclaves afro-américains. C'est tellement ancré dans l'histoire de la ville que c'est même possible aujourd'hui d'aller faire un tour guidé dans la rue autour de cette thématique. Alors est-ce que les sigils de notre théorie sont reliés à cette croyance ? Difficile de le savoir, mais il y a de grandes chances pour que ce soit partiellement lié. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, c'est fortement possible que les Memphis Rap Sigils ne soient qu'une creepypasta. Mais il est clair qu'elle ne vient pas de nulle part, et c'est justement là que ça devient intéressant. En fait, au-delà du hoodoo, la ville de Memphis est en elle-même assez mystérieuse, puisqu'en faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal d'histoires assez bizarres sur la ville. Après, vous me direz que chaque grande ville a ses histoires un peu mystérieuses, mais là, c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup. Il y a une histoire assez bizarre avec la grande pyramide de Memphis et un crâne en verre. Oui, parce qu'il y a une grande pyramide à Memphis, qui est d'ailleurs aujourd'hui devenue un magasin de pêche, je crois. Une pyramide qui rappelle justement les origines du nom de Memphis, car Memphis est à l'origine le nom de l'ancienne capitale de l'Égypte. Autre histoire tristement célèbre, Martin Luther King y est mort assassiné. Donc bon, ça vous me direz, ça n'a rien d'étrange ou de paranormal, mais vous savez, ça vient rajouter un petit peu ce côté maudit à cette ville. Je pense qu'il y a une influence justement occulte de Memphis, mais par rapport aussi à la Pyramide Arena, qui a été créée en 1991, et c'est là où vient l'essor du Memphis Rap d'ailleurs, au même moment. Et il faut savoir que Memphis a été créé par des maçons et par la loge Memphis Mizraïm, donc tout vient de ce côté-là peut-être occulte qui amène à un son particulier. Il faut prendre en compte aussi ce genre de choses qui peut paraître anecdotique ou étrange, mais je pense véritablement qu'il y a un lien entre le côté justement peut-être maçonnique occulte et le fait que sans le savoir, ces rapports-là ont été influencés par des ambiances et des mystiques particulières ou des égrégores qui sont sur place à Memphis. Mais Memphis est une ville dangereuse, mais justement, c'est ça qui est étrange, c'est pourquoi Memphis a ce son-là. Eux-mêmes, quand on leur demande, ils savent pas pourquoi ils ont été... c'est comme s'ils avaient été envoûtés. Moi, je pense qu'ils ont été vraiment envoûtés par la pyramide. Mais surtout, et c'est de ça dont je vais parler dans cette partie de la vidéo, il y a eu une affaire criminelle très célèbre à Memphis, le West Memphis 3. Le 5 mai 1993, 3 enfants âgés de 8 ans sont déclarés disparus. Le lendemain, à 13h45, ils seront retrouvés morts tous les 3 dans un fossé boueux au milieu des collines de Robin Hood. Les 3 accusés pour ce meurtre sont 3 adolescents bien connus des services de police. Mais rapidement, des doutes apparaissent quant à leur véritable implication dans le meurtre, et surtout quant au sérieux des policiers dans l'enquête. Ça a notamment pris un tournant national lorsque des journalistes de la chaîne HBO étaient venus à Memphis dans le but de tourner un documentaire sur l'affaire, mais alors qu'ils le réalisaient, ils se sont rendus compte de toutes les incohérences de l'enquête et ont décidé de tourner le documentaire non pas pour raconter l'histoire, mais pour défendre les 3 accusés. Ça a pris tellement d'ampleur que des stars mondialement connues comme Johnny Depp ont pris la défense des 3 adolescents. Il faut savoir d'ailleurs que 2 d'entre eux étaient condamnés à perpétuité et un autre à la peine de mort. L'affaire se terminera partiellement 18 ans plus tard, puisque les 3 adolescents, devenus maintenant des hommes, furent libérés en 2011 suite à un accord avec la justice. Mais ce n'est pas tout, vraiment pas tout. Un autre élément troublant, au-delà d'une enquête de police bâclée alors qu'on parle quand même du meurtre de 3 enfants âgés de 8 ans, c'est le crime en lui-même. En fait, beaucoup de personnes à l'époque et aujourd'hui encore pensent que les 3 enfants se sont fait tuer dans le cadre d'un rituel satanique. Et ça pour plusieurs raisons. Sans trop rentrer dans les détails, le crime était horrible. Les corps ont été retrouvés mutilés, attachés. Quand on connaît la région, le folklore, le rituel satanique s'est apparu pour certains comme étant la clé de ce mystère. Et si, en réalité, la théorie des Memphis Rap Sigils était en fait directement reliée
à cette histoire. Et si les rituels dont on parle depuis tout à l'heure pour créer ces sigils font en fait directement référence à cet horrible crime. Est-ce qu'on peut imaginer que ce crime aurait pu être commis par un groupe de la scène du Memphis Rap pour qui décrire des atrocités dans leur texte ne suffisait plus et pour qui l'envie de passer à l'acte était plus fort qu'eux? Fait troublant, mais un des rappeurs de la scène, Tommy Wright Free, a nommé une série de sons Four Corners. Et il aurait expliqué dans une interview que Four Corners fait en fait référence à une localisation à l'ouest de Memphis. Autre fait très troublant dans l'affaire, le soir du meurtre des 3 enfants, un homme, un afro-américain, a été aperçu dans un restaurant non loin de la scène de crime. Il est décrit comme ayant l'air désorienté, il saignait et s'est rendu dans les toilettes des femmes pour se laver. Possible coïncidence, vous me direz, et encore plus troublant, un peu plus tard, dans l'enquête, un cheveu identifié comme appartenant à un homme noir fut retrouvé sur la scène de crime. Aujourd'hui, en 2022, l'affaire n'est toujours pas résolue. Personne ne sait avec certitude qui a tué ces 3 enfants, ni pourquoi. Étaient-ce vraiment les premiers suspects, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un gang de Memphis prêt à tout pour percer? Bizarre, hein? Bizarre quand même tout ça. Alors évidemment, je pense que la théorie de base sur les sigils est loin d'être vraie et largement inspirée de tout ce que j'ai pu raconter. Je veux dire, ok, il doit y avoir beaucoup de bullshit là-dedans, mais le voodoo existe bel et bien. Il y a eu des rituels, il y en a sûrement encore aujourd'hui. Le cas du West Memphis 3 est lui réellement énigmatique et a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes à l'époque et même aujourd'hui, on se tire encore les cheveux pour comprendre ce qui s'est passé. Et le rap de Memphis en lui-même, je le trouve vraiment très spécial et dérangeant par moments. Donc avec tout ça, on se retrouve avec un cocktail vraiment explosif et hyper intriguant. Donc j'espère que ce premier épisode de Cabal vous aura plu. Gros SO à X-Files of Rap, le site m'a énormément aidé, et aussi le youtubeur Dead Rabbit Radio, qui est à l'origine de l'idée du rapprochement entre l'histoire des Sigils et le West Memphis 3. Je pense refaire d'autres épisodes dans ce format parce que les théories, les complots, les trucs un peu bizarres comme ça a toujours été ma came, et j'avais vraiment envie de faire des vidéos là-dessus, donc les relier au rap ou à la culture urbaine, ça peut être un bon moyen pour moi de parler de toutes ces thématiques que je trouve incroyables. Voilà. Sur ce, à bientôt et faites attention à vous si vous passez du côté de Memphis.